Ans, ça va vite la vie. Mais j'étais à la même place que vous, j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais quand même, ça fait un petit bout. Je voulais juste savoir un petit peu à main levée, est-ce que tout le monde est en génie ici? Ouais? C'est quoi à peu près les génies? Je sais pas si on peut. Génie civil, j'imagine? Chimique? Physique? Géologie? Oh, géologie, c'est bon, ça monte. Alright. D'autres génies? Mécanique, électrique. Lequel? Civil, ouais, parfait. D'autres génies que j'ai pas entendu? Logiciel? Mine? Bon, ça, c'est rare. Dans mon temps, il y en avait trois finissants par. Est-ce que vous êtes rendu plus? Ouais, dans les cas. Ok, quand même. C'est bon, le génie s'expansionne bien. Fait que, ben, je suis content d'être avec vous parce que on fait souvent beaucoup de présentations à plein de gens, mais c'est le fun. Je trouve que la présentation, je la veux beaucoup en discussion aussi. Parce que c'est un gros chantier. Puis mon objectif aujourd'hui dans cette rencontre-ci, c'était de vous parler, oui, d'un dossier qui est lourd, mais aussi beaucoup, moi, ce que j'ai eu comme expérience quand je suis sorti de Polytechnique, j'ai passé 10 ans au gouvernement, puis là, ça fait 6 ans que je suis chez Réseau, mais c'est comment qu'on réussit à allier tout le génie qu'on apprend ici à Poly, puis comment concrétiser ça. Puis moi, des fois, quand j'ai commencé, c'était ça, des fois, qui me challengeait beaucoup. Des fois, on a plein d'idées, puis tout ça, mais comment le faire atterrir? Puis ça, je pense que c'est un beau dossier qui est porté chez Réseau Environnement, où est-ce qu'on a réussi quand même à faire beaucoup de progrès pour dire il y a des bonnes pratiques basées sur la science qui existent. Depuis, ça fait 16 ans que c'est les mêmes là, que je propulse, mais le dossier a progressé. Et comment on a réussi à faire atterrir ça dans les politiques publiques, autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Je pense aussi que ça peut être quelque chose là, qui est intéressant à se partager. Grosso modo, juste que vous sachiez, Réseau Environnement, ben, premièrement, Polytechnique est membre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Polytechnique ici? Il y en a un, mais HEC aussi est membre. Mais Polytechnique et HEC sont membres de Réseau Environnement, ça du temps passant. Réseau Environnement, c'est 3000 membres, ce qui fait que si vous allez sur notre site web, vous avez un petit code QR à la fin, bien, tout le monde d'entre vous, vous pouvez devenir membre gratuitement là, de Réseau Environnement parce que Poly a déjà payé quelques milliers de dollars pour que vous ayez accès à ça. Puis que ça vous donne accès, bien, ça vous donne accès aux 3000 membres. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, qu'est-ce que ça a fait une différence? C'est que des fois, on commence, on est gêné et tout ça, mais j'avais accès à toutes les, que ce soit les meilleurs chercheurs, que ce soit les présidents d'organisation, des vice-présidents, des gens des municipalités qui font une différence, des opérateurs en eau, des gens, j'ai entendu logiciel, mine, géologie, c'est tous des gens qui font partie de l'organisation. Qu'est-ce qui est beau, ben, c'est que ces gens-là qui sont chez Réseau, ben, c'est qu'ils sont là de façon proactive. Fait qu'ils veulent être membres de Réseau, ils ne sont pas obligés ou quoi que ce soit. Puis qu'est-ce qu'on a comme mission chez Réseau? Ben, c'est finalement de réussir la transition pour un monde durable, rien de moins. Fait que moi, je dis dans mon équipe, la journée qu'on réussit ça, on va pouvoir fermer la shop de Réseau. Il nous en reste encore un petit bout à faire. Et on le traduit dans 5 secteurs, l'eau, matière résiduelle. La matière résiduelle, c'est beaucoup tout ce qu'on voit avec les lieux d'enfouissement technique. Vous savez, là, on a les 3 fameux bacs, là, mais c'est toute une grosse industrie au Québec là, de réussir à réduire tout ce qu'on envoie à l'enfouissement ou à l'incinération pour pouvoir faire plus de recyclage, de valorisation, de compostage, etc. Sol ou souterraine, beaucoup l'enjeu quand il y a des chantiers de construction, il y a des sols qui sont présents, qui sont souvent contaminés. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces sols-là? Comment on réussit à les valoriser? Puis on a entre autres créé un, un programme qui s'appelle Trace Québec, qui permet de faire de la traçabilité des sols contaminés pour s'assurer que, peut-être que vous avez entendu des histoires d'horreur, malheureusement, des fois, ça se ramasse dans des champs agricoles, ça se ramasse dans des endroits, dans des communautés autochtones. C'est le genre de truc qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas nécessairement de crime organisé et qu'on puisse bien persévérer. La biodiversité, c'est tout lié au plan nature. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du plan nature? Oui, Olivier. Olivier a travaillé chez Réseau l'été passé. Mais grosso modo, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la COP 15 qui a eu lieu à Montréal? Ouais, ben, Réseau Environnement, c'est l'organisation qui organisait là, toute la zone d'action publique de la COP 15. Ça a été quand même transformateur. Je pense qu'on ne l'a pas nécessairement tant réalisé comme citoyens et citoyennes, mais ce qui s'est passé à la COP 15, beaucoup lié avec Jean Lemay, Steven Guilbeault, les gens qui étaient là, même le milieu municipal était très présent. C'est la première fois que l'histoire de l'humanité qu'on s'entendait pour dire qu'on avait protégé 30% de notre biodiversité maritime et terrestre. On est à peu près à du 17%, on n'est pas encore atteint, mais c'est la première fois qu'au moins que tous les États sur la planète, on s'entend pour dire qu'on veut faire une différence là-dessus. Fait que là, le plan nature, ben, il y en a un au Québec et au Canada, puis c'est la manière comment on réussit à atteindre ça. Le gros enjeu qu'on a, vous savez, le Canada, c'est très large, mais c'est aussi très
très large et haut, on va le dire de même, haut. Puis souvent, quand on dit protéger 30%, c'est super facile de protéger dans le nord, mais les 200 premiers kilomètres proches de la frontière, c'est là qu'il y a une super biodiversité intéressante, dont les humains, entre autres. Mais c'est aussi plus difficile à protéger parce que justement, il y a beaucoup de développements qui sont faits. Ça aussi, c'est un défi qu'on a à travers ce plan nature-là. Et notre 5e secteur, air, changement climatique, énergie, je voyais entre autres là, sur les pancartes, il y avait un débat sur le nucléaire avec un de nos membres, Normand Mousseau, ça a eu la chance de l'écouter. Mais on est beaucoup sur l'efficacité énergétique, sur le PGIR, c'est le premier plan au Québec, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, où est-ce qu'on va se donner une vision pour la carboneutralité. Puis carboneutralité, ça ne veut pas dire qu'on ne produit plus de GS, ça veut juste dire que sinon, on les compense, parce qu'il va rester de l'agriculture, il va rester des avions là-dessus. Puis tout ça, on le fait à travers différentes activités, des événements, des programmes d'excellence qu'on accompagne une centaine de municipalités à pas juste faire le minimum, mais d'aller vers les meilleures pratiques. Des publications, puis je vais vous le mentionner parce qu'il y a une publication qui s'appelle Vecteur Environnement. Le dernier numéro est sur l'intelligence artificielle, mais si vous êtes, il y en a qui sont à la maîtrise ici au cycle supérieur? Oui. Mais si jamais vous voulez publier Vecteur, il y a du peer review. Puis c'est une belle façon, si vous voulez, partager vos articles techniques, scientifiques aussi dans la revue. Vous pouvez aussi être comme bénévole, même tous les gens au bac aussi, là, bénévole sur l'ensemble des comités dont Vecteur, si vous voulez faire partie de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'actualité puis de pouvoir le commenter. Puis évidemment, beaucoup de formations d'accompagnement. Puis on a la section québécoise sur plein d'organisations internationales, l'AWA, l'American Water Works Association, puis plein d'autres qui sont les plus grosses organisations mondiales, que ce soit en eau potable, en eau usée, en gestion des matières usuelles. Grosso modo, le réseau, ça existe depuis plus de 60 ans, puis ça fait beaucoup le trouble en environnement pour faire avancer les bonnes pratiques. Secteur public, privé, académique, c'est pour ça que Polytechnique est membre. Avant d'aller directement pour le financement, juste vous dire quand même les grands chantiers en ce moment qu'on a au Québec, au Canada et à l'international sur l'eau, c'est beaucoup le financement. Ça va être celui que je vais vous parler aujourd'hui. Il manque de sous. Alors, comment on va pouvoir y arriver? Je vais parler aussi du retour sur investissement parce qu'avec l'équipe des HEC, on a fait une étude où est-ce qu'on a démontré que pour tout dollar qu'on investit dans nos infrastructures, on a un retour sur investissement de 1,72 $. Mais qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on est arrivé à ça. Les redevances. Les redevances, ça n'a pas confondre parce que là, quand on parle de financement des services d'eau, il y a tout le monde qui ont une idée, à part Nicolas et Olivier, c'est quoi des services en eau? Puis juste peut-être te nommer pour que, vu que je ne connais pas beaucoup. Eva, oui. Oui, tu parles-tu d'eau potable ou d'eau usée? Oui, fait que traitement eau potable, c'est un service, c'est le premier service. Dans le fond, mettons à Montréal, c'est déjà vu l'usine Atwater, qui est plus vers le sud-est de la ville, puis c'est comme il y a un grand canal, le canal de l'Aqueduc, ça se rend jusqu'à l'usine. Tout ça, c'est de l'eau brute du fleuve, puis après ça, on la traite, on la rend potable. Puis là, une fois qu'on la rend potable, pour la rendre jusqu'ici, qu'est-ce que ça nous prend? Des pompes, mais ouais, tout à fait. Fait que tout le réseau de distribution d'eau potable qui inclut des pompes, l'aqueduc, des réservoirs aussi. Si vous êtes déjà allé sur la montagne, là, il y a un beau terrain de soccer dans le coin de McGill. C'est un gros réservoir qui est en dessous. Fait qu'il y a plein de réservoirs à Rosemont et tout ça pour qu'on stocke notre eau aussi. Puis après ça, on la rend jusqu'à chez nous, puis là, ou à Poly. Puis là, c'est là qu'on boit une eau 100% qualité, 100% du temps. C'est le défi qu'il y a dans le domaine de l'eau. Une fois qu'on a bu notre eau, qu'on a consommé notre eau, ça serait quoi le troisième service d'après vous? À part Eva, Olivier et Nicolas? Ouais, en flush, peux-tu me rappeler ton nom? Sabrina. Fait qu'on flush. Ouais, fait qu'on, dans le fond, quand on va flusher, mais ça ne se rend pas tout de suite parce qu'il y a une usine de traitement des eaux usées, comme dit Eva, elle est dans l'est de la ville. Vous avez une idée pourquoi on a mis l'installation de traitement des eaux usées dans l'est puis l'eau potable dans l'ouest? Ouais, le sens du fleuve. Fait que c'est évidemment, peut-être que Sorel prend nous autres nos eaux usées, mais nous autres, on prend les eaux usées de Toronto et vice-versa, mais souvent, on essaye au moins de ne pas prendre la nôtre. Avant de le rendre à l'installation de traitement des eaux usées, oui, on peut flusher, mais des fois, on ne flush pas. Là, dans le robinet, ça s'écoule directement. Et puis, il y a plein de façons. À Montréal aussi, c'est un réseau unitaire. C'est-à-dire que quand vous voyez là, les puisards, ça puise l'eau. Ça va dans le fond. Normalement, des fois, c'est un réseau juste de pluvial, mais à Montréal, c'est tout dans la même conduite. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait quand il pleut beaucoup, d'après vous? Ça déborde. Puis qu'est-ce qui déborde? Mais c'est pas juste du pluvial, c'est aussi toutes nos eaux usées. Ça, c'est un enjeu qu'on a au Québec parce qu'on sous-finance. Toutes nos installations de traitement des eaux usées, puis de contrôler mieux nos débordements, ça fait partie de l'enjeu du financement. Premier service, traitement d'eau potable. Deuxième service, distribution d'eau potable. Troisième, collecte des eaux usées. Et quatrième,
traitement des eaux usées. Nos 4 services en eau, c'est ça qu'on a un gros enjeu de financement. Et quand je parle de redevance ici, c'est la redevance sur l'eau. D'après vous, c'est sur quoi on veut mettre un prix si ce n'est pas sur les services en eau? Je parle de redevance sur l'eau, c'est une autre chose. Vous avez une idée? Parce que dans le fond, tous nos 4 services, ça a un coût. Parce qu'on a plein de confrères, consoeurs qui travaillent au service de la ville de Montréal, qui entretiennent des réseaux dans le privé, etc., qui s'assurent qu'on a des infrastructures et qui les mettent à jour. Mais les redevances, c'est une nouveauté qu'on a amenée il y a quelques années au Québec. C'est sur du mètre cube consommé, mais de façon particulière. Oui, Eva? Ben, la réutilisation, ça, c'est ce qu'on va souhaiter faire, mais si on met un coût sur quelque chose, c'est de dire que, oui, juste me te nommer, s'il te plaît. Eve, OK. Oui, mais ça, c'est un bon point des industries, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on va charger pour des industries en particulier, par exemple des embouteilleurs en eau, qui font de l'argent en bouteilles de l'eau, qui soit du temps passé, après ça, vous laissez ça on laisse ça dans notre voiture au soleil, puis il y a plein de microplastiques, puis c'est moins bon que l'eau du robinet. Mais ça, c'est un autre enjeu. Mais qu'est-ce qui est intéressant quand tu mentionnes, c'est que la redevance sur l'eau, dans le fond, qu'est-ce qu'on a décidé au Québec, c'est qu'on allait mettre un prix sur la ressource en eau. Fait que oui, il y a un coût sur les services en eau, c'est à peu près 5 du mètre cube. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, là, 1000 litres d'eau. Fait que ça, on dit que ça vaut à peu près 5 pour entretenir le service, rendre l'eau potable, puis avant de la rejeter, idéalement, bien la traiter. Fait que ça, 5 du mètre cube. Puis de l'autre côté, on est arrivé avec un truc de dire, bien, des gros préleveurs d'eau, puis là, on parle de Molson, on parle des grosses minières, industries, etc., qui prélèvent plus que 50 mètres cubes par jour. Bien, eux autres, on veut dire qu'il y a un signal de prix de, si on veut, utilisateur-payeur. Alors, on arrive à dire, bien, eux autres, il y a un coût aussi sur la ressource. Fait que ça, c'est une nouveauté qu'on a amenée, qu'on a travaillé beaucoup chez Réseau, parce qu'il y avait une ministre qui s'appelait Lynn Beauchamp, peut-être que vous avez connu, ça fait un bout de temps. Elle avait dit, on amène une redevance sur l'eau. Mais c'était comme un quart dessous du mètre cube. C'était des peanuts, ça ne payait même pas le programme de fonctionnaire qui roulait le programme. Après ça, ben, on est arrivé de dire, ben, on recommandait chez Réseau de l'augmenter. Puis là, on a passé là, dernièrement là, à peu près, pour les embouteilleurs en eau, entre autres, à peu près à près de 50 sous du mètre cube. Évidemment, en fonction de c'est quoi les utilisations, c'est différent. Puis là, on travaille même pour la prochaine révision, parce qu'on a demandé maintenant aussi qu'on fasse des révisions à chaque 5 ans plutôt que d'attendre 20 ans plus tard. Puis là, la prochaine chose qu'on travaille, c'est de dire, bien, il y a des endroits vulnérables. Est-ce que vous savez si au Québec, peut-être dans vos municipalités d'où vous venez, y a-t-il des gens qui ont des enjeux de pénurie d'eau? Dans quel coin? Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un des endroits. C'est quoi ton nom? Marie-Ève, merci. Ève? Oui, ça donne un gros enjeu. Puis on a 15 municipalités au Québec en ce moment qui sont en moratoire. On n'est pas capable de construire des nouveaux logements parce qu'on n'a pas des ressources en eau suffisantes. Ça, c'est un gros enjeu, surtout qu'on est dans une crise du logement en ce moment. Vous le vivez peut-être un peu ici, vous allez le vivre quand vous voulez acheter une maison, etc. On a besoin de nouveaux logements, puis là, on est aux prises que de dire, bien, c'est plus juste un enjeu de construction, c'est un enjeu de notre ressource en eau. Fait que ça, c'est un des gros enjeux quand même. Fait que, qu'est-ce qu'on va recommander en prochaine révision, nous autres, c'est de dire, bien, il y a des endroits qui sont vulnérables au Québec. Puis avant qu'un Coca-Cola ou un Nestlé arrive au Québec et se dise, je vais m'implanter en quelque part, mais on veut qu'ils le fassent de façon stratégique. Fait que, qu'est-ce qu'on va recommander, c'est de dire, on recommande de doubler la redevance aux endroits où il y a des manques en eau, que ce soit en eau souterraine ou en eau de surface, pour que stratégiquement, qu'il y ait des industries qui viennent, bien, qui viennent peut-être plus sur le fleuve Saint-Laurent qu'à des endroits où est-ce qu'il peut en manquer, au Bas-Saint-Laurent, en Estrie. Est-ce qu'il y en a sur la Couronne Nord? Je sais que la Couronne Nord aussi est beaucoup affectée, la rivière des Mille, entre autres. Là. Eva? Ouais. Ben, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu à des endroits que, désolé, je ne suis pas habitué, ça va être ma première conférence à vie avec du tisane à la menthe en même temps. J'avais pas de ma bouteille d'eau aujourd'hui. Fait qu'Eva, tu mentionnes un bon point. Dans le fond, il peut y avoir deux enjeux. Soit que c'est notre infrastructure, soit que c'est notre ressource. Puis ça, retiens ça en tête tantôt pour la 5e recommandation qu'on va parler, on en janvier. Parce que moi, je vais peut-être oublier. OK. Ouais, ben il y a un enjeu, entre autres, là, sur la rivière des Mille. Mais quand on va être à la recommandation 5 tantôt, rappelle-moi là si je ne me rappelle pas. On va pouvoir t'aider, Eva, il y a peut-être d'autres collègues. Les lingettes. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça, des lingettes jetables? Oui? All right. Puis c'est où vous mettez ça une fois que vous avez terminé l'utilisation de la lingette? Toilette? All right. Fait que
Ça, j'en profite pour passer un message. Puis c'est bien correct, on n'est pas dans le. Voilà, il y a du monde qui disent non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui ont eu la chance de peut-être voir nos campagnes de sensibilisation. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas pour mal faire, mais il y a plein de pratiques qu'on a en environnement qu'on n'est pas tout le temps on top, mais la toilette, le gros message qu'on passe, c'est que c'est pas une poubelle. Puis ça s'applique autant pour les lingettes, les tampons sanitaires, que ce soit n'importe quoi, les Q-tips, whatever. Oui? Tu peux me dire ton nom? Martine. Martine, elle amène un super. Martine? Oh, pardon, Mathilde. Super, désolé. Parce que c'est Martine chez nous qui règle ce dossier-là. J'ai dû faire une déformation. Martine Lanoux, en tout cas, une super bonne ingénieure aussi. Fait que ça, c'est un gros enjeu, ce que Mathilde mentionne. C'est qu'actuellement, il y a des boîtes de lingettes. Là, je n'aimerais pas de compagnie, que si vous regardez, vous allez avoir à l'épicerie. C'est marqué Flushable, approuvé, puis tout ça. Puis approuvé par. Il y en a même qui disent approuvé par les plombiers. Puis les plombiers sont partenaires chez Réseau via la CMMTQ, la Corporation des maîtres mécaniciens et tuyautés du Québec. C'est tous nos amis plombiers. Il n'y a pas un ami plombier qui m'a dit qu'il avait stampé ça pour que ça fasse, parce que le gros enjeu de ces lingettes-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que les lingettes, avec les huiles, parce que souvent, quand il y a des huiles, tout ça dans notre robinet, ça se mélange ensemble, ça fait ce qu'on appelle des. Tu connais des icebergs à main levée? Ça va bien? Oui. Tu connais des fatbergs? Non, hein? Mais ça, si vous vous amusez un jour d'aller à Londres, il y a même un musée du fatberg. Parce que c'est un gros fléau en ce moment. Ça remplit nos conduites, ça s'agglutine tout ensemble, puis ça bloque les réseaux, ça bloque les pompes. Ça nous coûte des centaines de millions de dollars en coût de réparation, etc. Et à Londres, ils en ont encore plus, fait qu'ils ont même fait un enjeu pour sensibiliser les gens là-dessus. Ça, c'est un enjeu qu'on a justement, on a un comité là-dessus qui travaille justement pour amener des normes internationales à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut retenir, en anglais, on dit dans la toilette, c'est les 3 P, pee, poo, paper. En français, on résume ça à ce qui pue, P-U-E. Alors, pipi, urine, excrément. C'est probablement les seules choses qui doivent aller dans une toilette. Le reste, ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, quand on se ramasse tout ça à la station des traitements des eaux usées, on paye les infrastructures pour tout canaliser ça jusqu'à la rivière des Prairies. On le traite, ça coûte beaucoup de sous à notre société, ça fait souvent du blocage. Puis au bout de la ligne, la station de traitement, on va l'envoyer à la même place que vous l'auriez mis à la base, à la source. Fait que, ça, c'est un petit message, mais comme vous voyez, il y a beaucoup un enjeu de sensibilisation qu'on a aussi sur des enjeux comme ça, parce que, je ne sais pas pour rien, j'ai marqué flushability, c'est parce qu'il y en a plein qui disent que c'est flushable, malheureusement, ces lingettes-là. Les PFAS, est-ce qu'il y en a en main levée qui ont entendu parler de ça, des PFAS? Oui. Ça, je ne t'ai pas encore entendu. Tu veux-tu me dire ton nom? Catherine, tu veux-tu nous dire ce que tu connais des PFAS? C'est un contaminant. Je ne sais pas si c'est lié à l'agriculture ou autre chose, mais je sais que. Il y a des enjeux avec l'agriculture, oui. Qui sont quand même difficiles de sortir des sols. Oui. Il y en a qui veulent compléter sur les PFAS? Tu as la main levée? J'espère que je ne me trompe pas, mais ce que j'ai compris, c'est que maintenant, il y a. Peut-être que le besoin est autre chose. Donc, c'est pas des revêtements de certaines choses. Dans le plastique, souvent, il y en a. Je pense que c'est des additifs ou des plastiques. En fait, tous les morceaux de plastique, quand ça rentre dans ton système, c'est vraiment dur de l'évacuer. Parce que c'est plein des molécules organiques un peu compliquées. Donc, c'est ça qui va augmenter Oui, puis c'est bioaccumulable. Oui, tu voulais rajouter peut-être un dernier commentaire de Ève. Marie-Ève, pardon. Ève, Eva, Marie-Ève. Les bioaccumulables, on l'appelait beaucoup éternel. Nous autres, on l'appelle plus, comment qu'on dit? C'est pas perpétuel, là, mais il est assez tenace. On va le dire de même. Mais c'est comme quand on marque là, des trucs là, compostables, des plastiques compostables. Dans la vie, tout est compostable. C'est juste sur quelle période. Fait que ça, c'est l'autre enjeu. Mais les PFAS, grosso modo, c'est des perfluorés. Le F, c'est pour le fluor.
On a d'autres enjeux qui vont venir. Là, on parle beaucoup des PFAS en ce moment à l'actualité. Mais je peux vous dire le brome, le chlore, ça va être d'autres perturbateurs qu'on va entendre parler. Mais grosso modo, il y en a qui ont des mentons en Gore-Tex? Ouais. Ben, c'est le fun dans l'eau à percole. C'est le produit magique du PFAS qui permet ça. Y a-t-il qui ont des poils Tefal? Des poils Tefal? Ouais, ben, même chose. C'est le fun, hein? Ça ne colle pas dans le poil. C'est des PFAS. Y a-t-il des gens qui se mettent des cosmétiques dans le visage? Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cosmétiques ont des PFAS. Comment les PFAS pénètrent dans le corps? Par la peau. Parce que des fois, on pense, il y en a dans l'eau, tout ça, mais c'est vraiment par la peau que. Fait que, mettons, c'est le Gore-Tex, mais pas besoin de se frotter dedans. Puis, fait que juste, c'est ce genre de truc qu'on travaille beaucoup. Puis, je suis content que tu parles des sols parce que chez Réseau, on en a parlé beaucoup d'entrée de jeu en gestion des matières résiduelles. Il y avait un gros reportage à l'émission qui s'appelle La Semaine verte. C'est ceux qui connaissent ça à Radio-Canada. Puis, on démontrait que quand on faisait de l'épandage agricole, entre autres aux États-Unis, il y avait des gros enjeux sur la santé publique. C'est un perturbateur endocrinien, puis il y a des enjeux sur la santé publique. Et c'est bioaccumulable, ça continue de grandir. C'est un cas particulier, puis il a fallu le décerner, puis il a fallu, grâce à ça, qu'on puisse dire au Québec, voici comment on est capable de normer ça, pour bien s'assurer dans nos processus, entre autres quand, je vais essayer de prendre un exemple avec le lien on a parlé tantôt de traitement des eaux usées. Quand on traite les eaux usées, il y a les eaux qui vont se relâcher dans le fleuve une fois qu'ils sont propres, idéalement avec des traitements avancés, ce qu'on a à travailler encore au Québec. Qui n'est pas la norme pour toutes les usines. Il y a des traitements primaires, secondaires, tertiaires. En Suisse, on est tous le tertiaire. Au Québec, on est un peu plus au Moyen Âge. Ça fait partie de l'enjeu du financement des services en eau, justement. Mais quand on traite les eaux usées, évidemment, il y a des matières solides. Les gens dans les usines d'eau usée vont dire des gâteaux. Des beaux gâteaux là, de matières solides. On peut appeler ça des boues municipales. C'est boues municipales dans le principe d'économie circulaire, dans la gestion des matières résiduelles, parce qu'on a 5 secteurs et on pense tout le temps de façon holistique. Mais quand on a ces bouts-là, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est le dépannage agricole. Pas pour la nourriture humaine, mais pour d'autres utilisations. Ça, c'est super bon parce que c'est bon pour les sols, etc. Mais évidemment, si on respecte des normes sur les PFAS pour ne pas se rendre comme des cas qu'il y a eu dans le Maine. Donc là, on l'a fait pour la gestion des matières résiduelles. On l'a fait aussi pour les eaux aussi. On a normé. Là, le combat qu'on est en train de faire en ce moment chez Réseau, si jamais tu veux t'impliquer dans le comité sol, ils sont là-dessus. C'est le fun parce que tu as tous les meilleurs experts. Puis, je vous le dis, comme étudiant, vous pouvez être membre de ces comités-là. Puis c'est un des super beaux réseaux. C'est des comités, c'est à peu près 15-20 personnes. Puis vous avez comme des top guns des municipalités, des milieux académiques, vous allez être avec vos profs et aussi le milieu privé. Ça peut être des belles occasions pour vous d'apprendre aussi et de participer d'une certaine façon. Mais entre autres, sur notre comité PFAS dans les sols en ce moment, on veut justement arriver à faire ce qu'on a fait en MR, puis MR, c'est matière résiduelle, et en eau, c'est de normer ça. Mais le message central qu'on a réseau sur les PFAS, c'est élimination à la source. Arrêtons d'en produire à la base. De toute façon, on est tout le temps à dire en fin de parcours comment on règle ça, puis c'est un casse-tête. Mais à la base, arrêtons d'en produire et ça va régler l'enjeu. Assainissement décentralisé, c'est un autre enjeu. Est-ce qu'il y en a d'où qui viennent, il n'y avait pas de réseau municipal qui avait peut-être une fosse septique ou fosse septique ou un puits privé. Voilà. On a quand même à peu près 1 million des 8 millions de Québécois qui sont tous comme à Montréal avec un réseau d'aqueduc puis un égout qui passe là. Il y a des enjeux aussi, entre autres, de phosphate dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue sur lesquels on travaille. Un autre aspect que vous vous engagez. Pénurie de main-d'œuvre. On forme beaucoup d'ingénieurs. On en manque encore. Et surtout, qu'est-ce qu'on manque, c'est des opérateurs en eau. Ceux qui sont dans les usines, on en forme à peu près 50, maximum 100 par année. On en a 400 qu'on perd à chaque année. Fait qu'on a un gros enjeu là-dessus sur comment s'améliorer. Évidemment, l'intelligence artificielle, il y a des choses qui vont pouvoir aider, mais il faut aussi beaucoup recruter en ce moment en France, mais on veut valoriser davantage ici. Souvent, qu'est-ce qui est ironique, c'est que beaucoup de jeunes disent hey, je veux faire une différence en environnement, puis c'est un super beau métier pour aller le faire. Fait un peu comme les lingettes, mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour tout ça. Et VEDAR, c'est des dispositifs anti-refoulement. Y en a-tu qui aurait une idée de c'est quoi des dispositifs anti-refoulement à main levée? Ouais. Eve? Ouais. Pardon. Fait que les clapets, ouais. Ouais, toi, tu parles d'où tu vois ce clapet-là?
des eaux des aqueducs. Oui, ben, puis là, ici, ben, c'est vrai qu'un clapet sur votre installation, à la sortie de la maison, c'est super bon parce que si à un moment donné, il y a un refoulement d'égout, votre sol est plus bas que la conduite d'égout, mais ça va refouler où? Ça va refouler dans votre maison. Fait que c'est une bonne idée d'avoir un clapet à la sortie. Mais nous autres, qu'est-ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe beaucoup pour la santé publique, c'est sur l'eau potable. Les dispositifs anti-refoulement, grosso modo, ça permet à l'eau de rentrer, mettons, dans le bâtiment de Polytechnique, mais ça ne permet pas de retourner dans le réseau aqueduc. Pourquoi? Parce que des fois, il peut y avoir de la pression négative. Mettons, on a une tour d'eau, il y a des procédés qui peuvent être mis en place, qui fait que ça pourrait avoir de la contamination, surtout dans des industries où est-ce que des fois, ils ont des matériaux dangereux. Je regarde le temps, on a jusqu'à quelle heure? Je veux, 25, je vais accélérer un peu pour qu'on parle quand même du financement. On ne parle rien de moins d'un modèle québécois réformé. On a fait même une sortie médiatique ce dimanche. Dimanche passé, c'était la Journée mondiale de l'eau, soit dit en passant. Fait qu'on a sorti avec un monsieur peut-être que vous connaissez qui s'appelle Bruno Marchand, c'est le maire de Québec, avec Alain de Souza qui est le conseiller de la ville Saint-Laurent ici, Jacques Demers qui est le président de la Fédération des Québécoises des municipalités, puis aussi l'Union des municipalités du Québec avec la mairesse Julie Bourdon de la ville de Granby. Ce qu'on demande en vue des prochaines élections, c'est de réformer notre modèle québécois. On va s'expliquer pourquoi. Grosso modo, en ce moment, on a parlé de tous nos actifs, tantôt de nos 4 services. Est-ce que vous avez une idée de combien ça peut représenter en milliards de dollars, tous ces services-là au Québec? 300 milliards. 300 milliards. Mathilde? 8 milliards. 3 milliards. 3 milliards. All right? Fait que, on est à 200 milliards. Quand même. Quelqu'un quand même qui est dans le range à peu près bon. Est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte un mètre d'aqueduc ou un mètre d'égout, ou un mètre de pluvial, ou un mètre de conduite quand on va installer ça? Un mètre. On espère qu'il n'y a pas autant de corruption que ça devant chez vous. Oui, avec tout ce qui vient avec. Ben, une conduite, pas faire toutes les 3 conduites, là, parce que là, je ne veux pas faire un autre cours, là, mais oui, il y a la conduite d'égout dans le fond, parce que si elle la pète, on veut que ça coule. Après ça, il y a le pluvial, après ça, il y a l'aqueduc, puis il y a les RTU, réseau de transport urbain, là, tout ce qui est Vidéotron, Bell et compagnie. Là. Mais grosso modo, 1 mètre d'aqueduc, mettons, là à Montréal, ça coûte plus cher. Au Bas-Saint-Laurent, il y a quelqu'un du Bas-Saint-Laurent, oui. Ça coûte moins cher, évidemment, quand c'est un fossé, puis etc. Mais on peut dire une moyenne de 1000 $ du mètre. 1000 $ du mètre, bien évidemment, quand vous faites le calcul, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au Québec, vous avez une idée de combien de kilomètres d'aqueduc qu'on a? Bon, ça mérite d'être clair. 100 000? 500 000 kilomètres. Vous savez c'est quoi, juste de même, vous savez c'est quoi la circonférence de la Terre? C'est une quarantaine de milles, la circonférence de la Terre. Juste que vous ayez une idée là, des ordres de grandeur. 2000? Ouais, on est-tu d'accord? Tu me rappelles ton nom? Est-ce qu'on est d'accord avec Catherine que Ballpark 2000? 10 000? 15 000? 50 000? Parfait! Fait que vous l'avez eu, on est à peu près à 42 000. On est à 42 000. Fait que vous savez maintenant le truc pour vous rappeler c'est quoi le nombre de kilomètres de conduite au Québec? C'est la circonférence de la planète qu'on peut faire avec nos conduites d'aqueduc. On peut faire la même circonférence avec nos conduites d'eau usée. On peut faire à peu près une demi-planète avec nos conduites d'eau pluviale. Juste au Québec. C'est un patrimoine qui est public, en passant, parce que les municipalités qui sont propriétaires des réseaux, c'est un de nos plus beaux patrimoines collectifs. Quand est-ce que vous entendez si ça va bien ou ça va pas bien? Jamais. Quand est-ce que vous entendez parler si la chaussée va bien ou pas bien? Tout le temps. On le dit souvent, les services en eau, c'est un service qui n'est pas sexy parce qu'on ne le voit jamais. C'est pas comme l'électricité, c'est pas comme la chaussée. Ça joue contre le service quand même parce qu'il se dégrade beaucoup. Quand on regarde l'ensemble de la valeur des actifs, qu'on parle de 200 milliards, on a à peu près 10 à peu près 20 de milliards à peu près là, de nos actifs qui sont en mauvais ou très mauvais état. Ça nous met beaucoup à risque. Grosso modo, si la conduite elle pète ici, ben, une école, OK, ben, il n'y a pas d'eau aujourd'hui, c'est un peu gênant, etc. Mais si on va un petit peu plus loin, sur Côte-Sainte-Catherine, il y a un hôpital. Il y a des gens sur des soins de dialyse qui sont là, qui sont en direct sur les soins. Si, mettons, il y avait une conduite qui est, mettons, maîtresse, on va dire sur la rue Pineuf,
C'est à partir de cette conduite-là, ça alimente tout l'est de la ville de Montréal. Cette conduite-là, elle brise parce qu'on on fait pas un bon entretien, etc., puis qu'on n'est pas proactif. J'arrive à toi, Catherine, puis qu'il y a un feu qui se passe. Vous savez, les feux, avec quoi qu'on l'éteint? Avec l'eau d'aqueduc. Pourquoi c'est le fun de l'eau d'aqueduc? C'est sous pression. Les pompiers aiment ça, de l'eau sous pression, mais on peut éteindre des feux avec ça. Fait que, grosso modo, on se met beaucoup de temps. Vous avez peut-être vu le geyser l'été passé à Montréal qui est arrivé. C'est spectaculaire, ça a coûté, ça a fait des dommages très, très gros. Avec Nicolas, on a chiffré justement de dire pourquoi c'est rentable d'investir en eau. C'est beaucoup les coûts évités. Parce qu'en ce moment, quand il y a un gros dégât d'eau, un gros affluent d'égout, etc., parce qu'on ne fait pas bien les choses, qu'est-ce qui se passe? Ben, les entreprises ou vous, à la maison, on dire hey, j'ai des assurances. On va appeler Intac ou whatever. Fait que là, on va appeler nos assurances. Puis les assurances, qu'est-ce qu'ils vont vous payer? Mais qu'est-ce que pensez-vous qu'ils font juste un chèque ça finit là? Ils vont faire toc toc toc, Ville de Montréal, toc toc toc, les villes. Tu ne fournis pas bien ton service. Les assurances poursuivent les villes par la suite. Ça, il y a des gros coûts. Et quand on répare en urgence, ça coûte vraiment, vraiment plus cher. Pas juste faire l'intervention d'urgence qui met le bordel dans la ville, mais toutes les retombées aussi en frais d'avocat, etc., qui se poursuivent par la suite. Ça, je parle juste des coûts évités, mettons, eau potable ou usée, mettons, pratico-pratique. Mais après ça aussi, quand on parle aussi de si on assainit pas bien nos eaux usées, qu'est-ce qui se passe après? Ben, nos poissons, après, ben, ils ont des microplastiques, des perturbateurs endocriniens, plein de. Quand on a conçu nos installations de traitement des eaux usées, combien de temps vous pensez que ça fait d'années au Québec qu'on traite les eaux usées? Ouais, ça fait à peu près 40 ans. Dans l'histoire de l'humanité, là, ça fait à peu près 40-50 ans qu'on traite nos eaux usées. Avant, c'est le principe de dilution. Malheureusement, il y a encore quelques endroits que c'est comme ça. Mais aussi, malheureusement, on a construit il y a 40 ans. Depuis ce temps-là, il y a des nouvelles technologies qui existent qui sont beaucoup plus performantes. Il y a des nouveaux contaminants, comme on a parlé, tous les produits magiques. C'est comme les effaceurs Monsieur Net. Tout ce qui est magique, des fois, il faut se poser des questions. Mais toutes ces choses-là sont arrivées sur le marché. Puis on le sait que la nouvelle génération, il y a plus de difficultés de reproduction, autant chez les espèces animales que les espèces humaines. On sait que le quotient intellectuel, en ce moment, il est à la baisse. Il y a des diminutions de points de quotient intellectuel. On va s'attendre d'être tombé à zéro pour agir, mais grosso modo, quand il y a ce genre d'impact-là, mais c'est ça qu'on a fait avec les HSC, on a rassemblé tous les experts des réseaux pour voir c'est quoi tous les trucs, mais on a mis des dollars là-dessus, sur c'est quoi l'impact sur la productivité, etc., etc. C'est de même qu'on est arrivé à dire, mais pour chaque dollar qu'on investit, il y a un retour de 1,72. Fait que là, grosso modo, 200 milliards d'actifs, près 20 milliards de déficit. Ce qui nous importe le plus, c'est l'équité intergénérationnelle. Parce qu'il y a 3 types d'équité. Il y a l'équité qu'on va avoir avec les prochaines générations. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être les 2 autres types d'équité? Qu'est-ce qu'on souhaite comme équité dans une société? Oui, tu peux te nommer, s'il te plaît? Léa? Léla, pardon. Oui, alors, qu'est-ce qu'on parle ici? Ça va être de l'équité. D'après moi, ce que tu parles, c'est l'équité verticale, c'est-à-dire que ici, vous êtes dans la classe, vous allez faire partie du 10% les mieux nantis de la planète. Vous allez avoir des belles occasions de vous épanouir, puis de grandir, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut à travers tous nos changements dans la société? C'est de jamais laisser personne derrière. Puis, si on arrive à dire on fait une réforme de l'eau, on ne devrait pas arriver qu'il y ait des gens qui se disent hey, moi, je vais m'abstenir de prendre une douche ou d'utiliser un service qui est essentiel. Fait que l'équité verticale, ce que Léla a mentionné, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'au Québec, au Canada, quand même, si vous faites le tour de la planète, on est quand même bien rodé là-dessus avec des programmes aussi d'aide financière qu'on supporte là, nos personnes plus démunies. Puis, il y a un autre type d'équité. Ça, c'est l'intergénérationnel. Grosso modo, l'intergénérationnel, là, il est vraiment à notre défaveur en ce moment. Les baby boomers nous ont laissé un 20 milliards de déficit. Grosso modo, qu'est-ce qu'on veut, idéalement, quand il y a un service? C'est de dire, ben, 1 mètre d'aqueduc, ça dure à peu près, mettons, 100 ans. Fait qu'on met 10$ par année. Après 100 ans, ben, on change la conduite. Là, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas une pièce qui est mise, mais là, ça va être tough pour l'autre génération après de dire, ben, moi, je vais payer pour l'ensemble. L'équité générationnelle, c'est de dire, on essaie de spreader le coût le plus possible puis pas avoir des gros déficits comme ça. Il y a une autre équité souvent qu'on aime. Des fois, vous sentez que c'est pas juste. Sur le téléphone. Quand on va
va payer pour de l'essence? Les entreprises. On va y aller tranquillement, je vais prendre une gorgée de thé. Quand on met des taxes carbone, c'est supposé que les entreprises de pétrole qui payent, mais c'est nous qui payons, les consommateurs. Donc, entreprise versus consommateur. Entreprise, on se rapproche peut-être un peu, mais mettons si on regarde juste entre consommateurs. Y a-t-il du monde qui écoute beaucoup de vidéos sur leur téléphone? Comment la vie? OK. Eve? Ouais, Eve, elle écoute beaucoup de vidéos. Y a-t-il du monde qui écoute pas beaucoup de vidéos? Y a-t-il du monde qui écoute pas beaucoup de vidéos? Ouais? Ton nom? Oui. Noé. Eve, tu payes combien ton forfait téléphone par mois? Ah ouais, OK. OK. Mais normalement, quand tu écoutes plein de vidéos, tu as des forfaits. En tout cas, tu as bien magasiné ça, là, mais. Normalement, quand on consomme beaucoup de données, on utilise des forfaits que ça coûte plus cher. Puis, j'imagine, tu peux me rappeler ton nom? Oui. Noé. Probablement que tu as un forfait. J'espère que tu coûtes moins. Un peu moins. Mais je pense que 15? Tu trouves-tu que ça vaut juste 5$ de plus toute la vidéo qu'elle consomme par rapport à toi? Trouves-tu que c'est injuste? Ah ouais, mais. Ouais. Non, t'as le droit de trouver ça injuste. Puis, si, mettons, on se disait, on paye toutes la même chose quand on va mettre de l'essence dans la voiture, trouvez-vous que c'est fair play? Si j'ai une petite voiture ou un gros pick-up? Fait que c'est quoi l'autre type d'équité? Vous voyez un aspect là, de. Pardon? Ouais, c'est tout l'aspect qu'on appelle l'équité horizontale. Fait que grosso modo, là, Noé, là, s'il fait super attention là, à sa maison, il y a une toilette à faible débit, il met pas ses lingettes dans la toilette, il y a une douche à faible débit, il prend des douches de 5 minutes, il chante une chanson, puis c'est fini sa douche. De l'autre côté, là, moi, je suis à ma maison. J'ai une piscine, mais là, elle vient verte. Ça me tente pas de la nettoyer, fait que je la vide puis je la remplis. Je vois mon asphalte, je me dis, hey, peut-être que ça pousse de l'asphalte, fait que j'arrose mon asphalte. Puis là, je me dis, ah, ben, je vais laver mon gros pick-up en même temps. Puis là, je vois mon système de sprinkler automatique là, qui marche tout le temps, même quand il pleut. Je le regarde, la tête est brisée, mais ça me tente pas de la réparer. Là. Ben, je pense que Noé il voudrait peut-être moins payer pour son service de l'eau que moi. Fait que, grosso modo, c'est le principe d'utilisateur-payeur. Ce qu'on a normalement avec des données téléphone, mais c'est qu'on paye selon notre utilisation. Ce qu'on a pour l'électricité, on paye selon notre consommation. Quand on va à la pompe, on paye selon notre consommation. As-tu un compteur chez toi? Ah ouais? Tu habites où? OK. Dans quelle ville? Ah, Rosemère. Oui, ben c'est ça. Il y a une centaine de municipalités au Québec qui ont des compteurs d'eau résidentiels, mais c'est minime. Et l'autre chose, sais-tu combien tu payes? Peut-être pas, c'est peut-être tes parents. Tu brosses les dents, puis quand tu te brosses les dents, tu laisses pas le robinet couler. C'est ça. Mais ça, le principe du compteur d'eau puis de la tarification, justement, il amène des changements de comportement. C'est ce qu'on appelle en économie l'élasticité. Fait que si, mettons, je dis c'est 1 sou du mètre cube, ou mettons, si c'est 1 sou du. Là, je sais pas c'est quoi les trucs de données. 1 sou du litre là, de pompe. On s'en fout d'avoir un pick-up ou une petite voiture. Si on se dit c'est 10$ du litre, on va faire. Tu sais, comme là, on voit la flambée des prix, mais si ça continue de même, ben, ça va peut-être accélérer la transition aussi là, à travers ça. Fait que tout le principe d'équité horizontale. Fait que, on se rappelle, c'est quoi les 3 équités? Intergénérationnel, oui, il est marqué sur la slide. On y va. C'est comme le Canada, c'est haut puis c'est large. Fait que, qu'est-ce qu'on veut beaucoup, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'équité intergénérationnelle, ce qu'on veut faire avec la résorption du déficit de maintien d'actifs. Le deuxième type d'investissement qu'on a, c'est le maintien d'actifs. C'est-à-dire, mettons, une journée qu'on a mis une infrastructure, on a construit une installation de traitement des eaux, on traite les PFAS, on est super bon, les microplastiques, on l'a mis en place. Après ça, il faut la maintenir. Il faut s'assurer justement de dire, on met tout le temps là, tant de dollars par année pour qu'à la fin de vie, une analyse de cycle de vie, ben, on a l'argent pour le payer. Le troisième, c'est mise aux normes. Puis là, ben, je reprends l'exemple, mettons, des microplastiques. En ce moment, ben, on a beaucoup de traitements primaires au Québec. Mais si on veut arriver à se dire, on veut augmenter, puis on va avoir moins de polluants dans nos cours d'eau, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les réglementations. Là, ben, on va investir pour améliorer le niveau de service, finalement. C'est les 3 types d'investissements qu'on a.
Fait que là, on retient les 3 types d'investissement parce que c'est en lien avec les 5 recommandations qu'on découvre. La première recommandation, c'est qu'on va viser, ça c'est ce qu'on vient de proposer en fin de semaine pour les 5 principaux partis politiques du Québec, l'autofinancement des services en eau municipaux. Ça, pourquoi je vous dis ça, puis je reviens à la base, je dis coq à l'âne, mais je vous dis pourquoi je vous présente ce dossier-là, c'est qu'on est parti avec à peu près une trentaine d'experts au Québec, dont Justin Leroux, qui travaille beaucoup avec Nicolas, qui est au professeur au HTC, qui chapeautait cette table-là. On avait plein de gens, même de la société civile, puis etc. Puis on est arrivé avec ces 5 recommandations-là. Là, en ce moment, ces 5 recommandations-là, on rencontre l'ensemble des partis politiques provinciales, fédérales, tout ça, pour sensibiliser les élus. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant, justement. C'est dans le sol, on ne les voit pas. On ne peut pas chialer avec notre voiture que ça fait boum, boum, boum. Ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a un gros geyser, ça fait la une, puis après ça, on l'oublie. Mais quand on était en Ontario, au début des années 2000, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de l'incident de Walkerton? Il y a eu des morts en Ontario, malheureusement, avec un incident de l'eau. Est-ce que vous avez entendu peut-être parler du viaduc de la Concorde au Québec? C'est un viaduc à Laval qui a malheureusement tombé, ça a fait des morts. Tout ça, c'est le genre de truc que quand on a des déficits de maintien d'actifs, c'est de la gestion de risque. La gestion de risque dit que plus tu augmentes ton risque, mais plus tu as des probabilités que ces incidents-là, puis Catherine, je m'en viens à toi après, arrivent. Puis Walkerton, une fois qu'il y a eu ça, ben, l'Ontario a décidé de s'autofinancer sur les services d'eau, puis ils ont tout réglé l'enjeu du financement il y a 20 ans. Nous autres, le Québec, on est en train de le faire pour y arriver. Fait on ne veut pas arriver avec des incidents comme ça pour arriver à dire qu'on va y arriver. Catherine. Oui. Oui, avec les vaches. Oui. Oui. Parfait. Bon, fait que si vous avez des questions sur Walkerton, vous irez voir Catherine après la conférence. Fait que grosso modo, la première chose qu'on veut, c'est les municipalités. Les municipalités, c'est elles qui sont propriétaires des infrastructures municipales. Alors, on souhaite, en tant que gouvernement de proximité, parce que moi, j'ai passé 10 ans moi-même au ministère des Affaires municipales au gouvernement du Québec, avec le fédéral, tout ça, les gouvernements peuvent appuyer, mais les municipalités sont les mieux placées à savoir c'est quoi qui se passe dans leur ville, puis à faire les investissements au bon moment. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est que les villes s'autofinancent. Puis comment qu'on fait ça? C'est avec une réserve financière dédiée pour les infrastructures en eau. Y a-t-il ici que peut-être qu'ils sont rendus en condo, que les parents sont en condo? Oui? Est-ce que ça vous dit quelque chose, un fonds de prévoyance? OK, mais c'est parce que les condos. OK, mais où tes parents, ils sont propriétaires d'un condo? OK. Y en a-tu qui sont en condo? Oui, Catherine? Je suis pas en condo, mais ma chambre, c'est pas, ouais. OK. C'est pas comme un fond. Imaginez, pour des immeubles privés au Québec, on a réussi à légiférer pour dire tous les condos au Québec, maintenant, il faut qu'il y ait un fonds de prévoyance pour s'assurer que quand les acheteurs, etc., arrivent, qu'on arrive et que l'immeuble ne soit pas en décrépitude et que ce soit le Far West dans l'immeuble. On a réussi à le faire pour le privé. On devrait être en mesure de le faire pour un service essentiel comme l'eau. C'est ça qu'on vient dire avec la réserve financière qui est vraiment dédiée pour les infrastructures en eau. Pourquoi dédiée? Parce qu'on ne souhaite pas que, mettons, on ramasse plein de sous pour régler cet enjeu-là. Là, il y a un nouvel élu qui arrive ou une nouvelle élue qui dit hey, on va faire un nouveau parc, un nouveau stade ou un troisième lien ou whatever, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire. Fait que vraiment de le dédier. Puis s'intégrer vraiment avec qu'est-ce qui existe comme stratégie. Je vous saute le reste de la slide. On a 5 minutes encore, il faut que j'aille vite. Financer le déficit et les coûts de mise aux normes par les gouvernements. Fait que qu'est-ce qu'on souhaite, deuxième recommandation, c'est que le gouvernement du Québec et du Canada. Oui? OK. C'est bon. Fait que qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que si les villes s'occupent du maintien d'actifs, vous vous rappelez, tantôt, il y avait les trois. Ces trois trucs-là. Fait qu'on dit les villes ici, le gouvernement du Québec et du Canada sur les deux autres. Qu'est-ce qu'on dit? C'est les villes, d'ici 10 ans, augmenter les revenus pour aller chercher le maintien d'actifs. Calgary l'a fait. Mettons, il passe, mettons, de dire c'est 400 $ par année. Puis on va dire, on va aller chercher 800 $ par année. Fait que là, mettons, ça veut dire qu'on augmente de 40 $ par année pour atteindre pratiquement 800 $. Fait que là, pendant que les villes font ça, qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Mais pendant ce temps-là, occupe-toi du backlog de 20 milliards de dollars. On va amener de la prévisibilité, on va faire ça. Puis on va régler cet enjeu-là pour les prochaines générations. Les gouvernements du Québec et du Canada, maintenant, quand vous mettez en place des réglementations pour dire on va être meilleur, c'est stratégique comme vision provinciale, fédérale, d'amener les sous aussi qui viennent avec pour outiller les villes. Après ça, les villes vont s'occuper de maintenir l'actif. C'est une recette vraiment qu'on a essayé de jouer les 3 niveaux de palier de gouvernement. Et c'est là que c'est intéressant d'amener les enjeux techniques avec des enjeux sociaux. Troisième aspect, on a parlé de l'équité verticale. Fait que, qu'est-ce qui est important pour nous à travers ça, c'est de garantir l'accès aux services publics tout le temps parce que
Si les villes disent on passe de 400 à 800 $ par année, ben, ça va finir par se refléter sur. Parce que vous allez voir, on se rappelle de Eva. Tu avais une question, je pense qu'on va reprendre pour la 5e recommandation. Mais ça en lien avec la 3e, l'équité verticale. Si on arrive avec des formes de tarification là, qui peuvent amener des stress financiers, mais il faut être en mesure de bien aider les gens. Puis au Québec ou au Canada, il y a des. Y a-tu qui ont fait leur rapport d'impôt dernièrement? Oui. Il y a des crédits TPS, TVQ. Ça, grosso modo, on vient aider des personnes moins bien nanties à travers ça. Là, ben, ça aide beaucoup de gens quand même, cet aspect-là. Fait au lieu qu'on fasse toute une réforme municipale, de dire les 1100 municipalités au Québec, parce qu'il y a 1100 municipalités, oui, au Québec. Fait que les 1100 municipalités au Québec, plutôt qu'ils disent c'est quoi, combien il y a de personnes par ménage, puis c'est qui est moins bien nanti, plus bien nanti, on se dit ça existe déjà ces programmes-là, bonifions ces programmes-là existants, ça va être plus efficace. 4e recommandation, l'équité horizontale dans le secteur non résidentiel. 80% des immeubles non résidentiels actuellement ont un compteur d'eau au Québec, grâce à la stratégie du Québec en économie d'eau. Et là, ben, qu'est-ce qu'on amène? C'est de dire, ben, on va compléter le parc de compteurs. Parce qu'en ce moment, il y a des municipalités qui n'ont pas encore de compteurs. Puis là, ben, on ne voudrait pas qu'il y ait du cannibalisme entre les industries, puis les commerces, etc. Donc, on dit, mettons toutes les bonnes pratiques au Québec. As-tu une question, Noé? C'est bon. Et 5e recommandation. Fait que là, c'est elle qui nous a pris le plus de temps à composer. C'est en lien justement parce que tu parlais de compteurs d'eau. Non, il y a une centaine de. Ouais. Ouais, comment on paye nos services d'eau au Québec? Vous avez une idée? Il faut, il y a 3-4 personnes qui lèvent la main. Là. Imaginez sur la population, il n'y a personne qui sait comment on paye nos services d'eau. C'est ça la réalité. Fait que, oui, allez-y. Ton nom? Gabriel? Ouais, on est ensemble. C'est pour ça qu'on connaît l'eau, là. J'ai fait de la recherche dessus sur le financement. Il y a un programme qui s'appelle TCFQ. Ouais, la tech. Ouais. C'est dans les programmes gouvernementaux. All right, mais d'où vient l'argent du gouvernement? Ouais. Quand on achète notre veston et qu'on paye 15% de taxes, on paye un peu d'eau. Puis quand on donne notre rapport d'impôt, on paye un petit peu d'eau. Puis quand on paye nos taxes municipales, sur la taxe foncière, on paye un petit peu d'eau. Fait qu'il n'y a vraiment pas de signal de prix, contrairement à notre téléphone, le prix à la pompe, où on parlait aussi quoi, les données, le téléphone, puis Hydro-Québec, ouais, avec l'électricité. Fait que pas de signal de prix, fait que c'est très difficile d'amener aussi un signal à ce qu'on en prenne soin. Il n'y a pas grand monde comme toi qui ont été éduqués à se dire, à part s'il y a peut-être des Français dans la salle aussi, je sais qu'en France, c'est très répandu aussi. Mais il n'y a pas beaucoup ce signal de prix-là de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on recommande? C'est une installation de compteur d'eau résidentiel sur une base volontaire et individuelle. Sur quoi on s'est basé? On s'est basé sur l'exemple de Calgary qui a fait ça, qui ont dit, nous autres, on va augmenter les tarifs, mettons, là, on va prendre l'exemple de tantôt de 400 à 800 sur 10 ans, mettons. Fait que là, tout le monde à 400$ par année se dit, ça ne me dérange pas. Mais plus qu'on augmente le prix, ben, plus que Noé se dit, ben là, moi, si je fais attention, puis que Mathieu, lui, il consomme dans le tapis, mets-moi donc un compteur, moi, je vais payer pour le juste prix. Qu'est-ce qui est drôle dans la société, c'est qu'on pense tous que le voisin il consomme plus que nous. Fait que ce qui s'est passé à Calgary, 50 à 60% de la population a demandé un compteur d'eau de façon volontaire. Fait qu'on ne vient pas dire aux élus, on vient obliger, on change le paradigme de dire on oblige, on taxe, etc. C'est une approche volontaire que les gens se disent, ben moi, je vais être récompensé si j'ai un bon comportement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la tarification volumétrique résidentielle sur une base volontaire individuelle. Et qu'est-ce qu'on veut faire aussi? C'est une obligation pour les municipalités dont la demande dépasse la capacité de la ressource en eau des infrastructures. Et on en revient à le cas de Sutton ou de Bas-Saint-Laurent, d'autres endroits qui manquent de l'eau. Mais dans ces endroits-là, c'est super payant de faire l'économie d'eau. Parce que faire de l'économie d'eau à Montréal, pensez-vous que c'est super payant? Malheureusement, non. On a over-designé nos installations. On peut en prendre plein de nouvelles populations. Nos installations. Moi, il y a quelques années, on regardait pour peut-être même fermer les installations de traitement des eaux usées avec l'économie d'eau qu'on faisait. Mais parce que les frais variables, c'est comme l'électricité. Il n'y a pas beaucoup de frais variables. Tu sais, en eau, c'est pompage, tu sais, qu'on avait parlé en début, l'électricité, un frais variable. Les produits chimiques pour chlorer l'eau, etc. L'eau de javel, etc. Fait que, c'est pas des gros coûts. Mais qu'est-ce qui est vraiment payant, c'est de se dire, ben, si on arrive à dire,
Bien, au Bas-Saint-Laurent, là, si on arrive à se dire, parce qu'on fait de l'économie d'eau, on n'a pas besoin de grandir une usine. Ouais, parce que, mettons, si on était déjà à côté à Sutton, à se dire, on ne peut plus prendre personne. Mais là, si on fait de l'économie d'eau, on vient de relaxer tout le monde. Hey, on peut accueillir des nouvelles personnes, fait qu'on va être plus de contribuables sur les mêmes infrastructures. C'est super payant. Puis en ce moment, on consomme 2 fois plus qu'en Europe, au Québec. Fait que le potentiel est énorme. On parle souvent là, de gaspillage, le côté énergétique, là, mais côté hydrique aussi, il y a beaucoup de gaspillage. Fait que à ce niveau-là, ce qui est super payant, c'est de dire, bien, quand on arrive à la limite de notre capacité, de nos infrastructures ou de la ressource, bien, là, on met des compteurs d'eau, puis là, c'est payant. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à une approche qui est mur à mur des compteurs d'eau résidentiels au Québec. On dit juste, faisons-le quand économiquement, ça fait du sens. Fait que, il y a des villes que ça va être demain matin, que ça va faire du sens de le faire, puis qu'on va arrêter de se dire, parce qu'en ce moment, on cogne à la porte du provincial fédéral pour dire, on va faire nos installations, etc. C'est subventionné, mais si on se dit, on va là-dessus, ça va être super payant ces villes-là. Puis Montréal, ou Longueuil, ou d'autres villes, mais progressivement, d'ici 100 ans, bien, tout le monde va le faire au rythme que c'est payant de le faire. Ça faisait le tour des 5 recommandations. J'ai passé un petit peu le temps, mais je vous ai laissé aussi des liens sur la mémoire, le rapport. Puis j'ai laissé aussi un petit code QR. C'est ma première fois que je fais ça. Je me disais, je m'en viens avec la relève. Mais comme je vous ai dit, vous avez la chance à Polytechnique, c'est pas toutes les universités qui l'ont au Québec, mais que Poly soit membre. Puis ben, si vous devenez membre, vous allez recevoir notre infolette à chaque semaine sur c'est quoi les nouveautés réglementaires, les nouveautés technologiques dans l'ensemble des 5 secteurs. Vous allez avoir aussi accès au répertoire des spécialistes. Si vous voulez embarquer sur nos comités puis vous engager dans l'entité, je sais que tantôt tu parlais que tu as travaillé en sol contaminé, il y a des gens des mines, des gens des logiciels. On a vraiment une grande, grande diversité de membres. Puis vous pouvez aussi publier dans notre revue ou participer même sur les comités de préparer nos prochains événements, comme Americana qui s'en vient en mars prochain. C'est le plus gros show en environnement en Amérique du Nord francophone. C'est quand même là, tout là qu'on rassemble l'ensemble des parties prenantes. Puis je pense que ça peut être super là, stimulant pour vous. Je sais que Nicolas, entre autres, est déjà venu. Et Olivier. Oui? Est-ce que vous avez une liste ou une infolette ou quelque chose que périodiquement vous mettez à jour pour savoir c'est quoi les opportunités pour contribuer à vos projets ou à des consultations publiques, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Fait que si vous prenez le code QR, vous inscrivez comme membre, vous allez recevoir, on envoie une infolette à chaque jeudi matin. Puis quand on fait des appels à comité, peu importe le comité, c'est là-dedans. Fait que là, c'est la meilleure occasion d'y aller. Puis soyez pas gênés. Je sais que des fois, on est jeunes, on se dit ah, c'est intimidant, les gens. Mais les gens sur les réseaux, ils adorent ça partager. Ils aiment ça quand il y a des jeunes comme vous qui veulent absorber. On a besoin d'une super bonne relève. Puis n'hésitez pas à vous engager parce que cette transition verte-là, on a besoin de vous aussi pour y croire, pour continuer à mettre l'épaule à la roue là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. Puis j'espère qu'on a la chance de collaborer ensemble.